Aujourd'hui, on est dans le miniature et plus particulièrement dans les meubles pour enfants. Dans l'univers du jouet, il y a une grande place à l'interprétation du miniature. Et qui dit miniature dit meubles et accessoires de poupées. Au 19e siècle, on n'achète pas les jouets nécessairement chez le marchand, on les confectionne. Donc, pour jouer à la poupée, on fabrique des petites commodes. C'est intéressant parce que les petites commodes vont vraiment suivre le style des plus grands meubles. La commode représente exactement le style de l'époque dans l'influence des autres meubles. Donc ici, si on regarde le piétement, le style de la commode à S, c'est vraiment de la même période. On parle de la période victorienne et 1840, 1850, 1860. Celle-ci, encore sur son vernis d'origine, a été fabriquée et à partir de matériaux récupérés, comme chaque tiroir qui a été fait à partir de vieilles caisses de bois. On a la tête du meuble qui comporte un petit miroir, comme bien des commodes de dames à cette époque. Les formats varient. Comme on peut voir ici, on a un modèle un peu plus petit, un petit peu plus d'inspiration des années 1880, avec une finition encore vernie. Donc, à l'époque, on pouvait utiliser la même essence de bois que la grosse commode. Si on faisait un vernis, souvent c'était un bois noble, le frêne, le chêne, l'acajou, le noyer, ou si la commode miniature était faite en pin, on y ajoutait une couleur où on pouvait y faire un faux fini. Le faux fini permettait de donner l'impression que c'était un meuble de chêne. Donc, c'est la même représentation dans le gros meuble que dans la commode de poupée. Dans le mobilier de poupée, on retrouve beaucoup la commode, mais il y a aussi d'autres types de meubles. La petite table, la petite chaise et le petit berceau. Ici, on a une représentation miniature du petit berceau, fabriqué simplement en pin et peinturé. Celui-ci est de fabrication à clous carrés, donc on peut le dater d'environ 1870-1880. C'est important à l'époque d'initier nos enfants à la vie domestique. Donc, la petite fille, en jouant aux poupées avec des meubles miniatures, va s'initier rapidement à la vie et va y prendre place plus rapidement qu'aujourd'hui. Plus vite on initie nos enfants à la vie domestique et plus vite ils vont nous aider rapidement dans les tâches ménagères. Quelquefois, l'ébéniste peut se servir de ces commodes format miniature pour représenter son savoir-faire et ainsi démontrer les modèles qu'il peut fabriquer à grande échelle. Aujourd'hui, on ne fabrique plus nos jouets, on les achète dans des magasins à grande surface. Ces meubles sont devenus rares. Oui, on peut encore les utiliser comme commodes de poupée, mais aussi comme rangement pour les bijoux, les articles de couture, le maquillage. OCNI, objet connu non identifié. Même pour les antiquaires, il existe des objets qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Par contre, dans notre Vox Pop, on vous présente des OCNI que nous, on connaît. Les connaissez-vous? Oh, c'est mignon ça! Une pince, ça c'est sûr. Pour tirer quelque chose. Peut-être ça, genre, pour tenir le livre? Sinon, je sais pas, ça me fait penser à un livre, mais tu sais. C'est comme pour garder le sac de chips fermé, mais il manque le petit ressort. Là. Très joli. Très, très joli objet, mais... Colin. C'est assez simple, hein? On dirait un mini-livre quand on est dans le rêve. J'allais dire un casse-noisette, qu'on aurait pu placer la noisette puis frapper avec un marteau pour aller la casser, donc un écraseur, mais dans ce cas-là, je pense qu'il serait plus usé que ça.
On a comme des affaires de même, mais c'est des cuillères à place de ça, puis c'est fait pour faire de la musique, mais on verra pas ça. Parce que ça marche pas. Pas évident. On continue avec des meubles pour enfants en branches tournées. Ce type de meuble arrive vers la fin du 19e siècle. C'est tout simplement des chaises, des tables pour le mobilier extérieur qui sont faits en branches tournées. Ces meubles sont relativement simples à fabriquer. Pas besoin d'outils très complexes pour les faire. Il suffit d'avoir de l'aune ou du bouleau. L'aune, on le retrouvait souvent en bordure de rivière. C'est un bois très flexible et qui ne fend pas facilement. On l'utilise de différentes grosseurs, des plus petites, des plus grosses branches, et chaque extrémité est clouée à la structure. C'était peu coûteux à faire pour les artisans et souvent on pouvait récupérer des vieilles boîtes de bois, à titre d'exemple, pour faire des dessus de table. Souvent, on va voir la table avec le piétement en branche tournée et le dessus, c'est tout simplement un côté d'une boîte à beurre, d'une boîte de pommes. Et ce mobilier, on le retrouve souvent chez les gens un peu plus riches. Ce genre de meuble qui ressemble beaucoup aux meubles et aux chaises Adirondack va être très utilisé par les photographes d'époque. On le sait, arrive la photo vers la fin du 19e siècle et des photographes se promènent de village en village, de ville en ville pour faire des portraits des gens. Le photographe arrive dans la place et fait annoncer sa présence par le curé local. Les gens qui ont les moyens vont se faire photographier, vont faire des portraits de leurs enfants, les portraits de famille, et souvent, le photographe va utiliser ce type de meuble pour faire les portraits. Les meubles en branches tournées, on va les retrouver chez ces photographes, mais de plus en plus qu'on arrive vers le 20e siècle, beaucoup d'artisans vont commencer à en faire. Ce type de meuble qu'on retrouve plus souvent chez les riches à cette époque va commencer à être accessible. Plus d'artisans vont commencer à en faire parce que c'est simple, le bois on le trouve facilement, c'est décoratif et on peut le vendre pas trop cher. On le représente souvent de cette couleur-là, donc on peinturait ou on vernissait le bois noir et on faisait des lignes de couleur argent. La peinture argent était souvent de la peinture à métal, la peinture à tôle. Les gens qui vendent ce type de meubles-là se promènent de village en village et de porte à porte. Fait intéressant, dans le comté de Portneuf, les vendeurs de ce genre de meubles-là provenaient de la Beauce, défilaient le long du chemin du roi, s'annonçaient de village en village. Donc, les vendeurs ambulants à l'allée vendaient leurs pièces. C'était pas cher. Les gens avaient quand même les moyens de s'y payer, mais quand on n'avait pas les moyens, on les échangeait. On faisait du troc, soit contre du savon de pays, un pain, de la melasse. Les vendeurs ambulants refaisaient le retour en vendant ce qu'on avait reçu en échange. Nos exemples ici sont assez intéressants parce que c'est des meubles en branches tournées faits pour les enfants. À l'époque, le mobilier pour enfants est très rare. Donc, c'est un peu de fantaisie qu'on retrouve ce genre de meubles-là. Les meubles en branches tournées se sont faits sur une longue période et même vers la fin des années 40, on retrouve encore les vendeurs de mobilier de branches qui se promènent de ville en ville et de village en village. L'histoire de la photographie au Québec commence avec le premier procédé photographique inventé en France en 1839, le daguerréotype. Son nom vient de son inventeur, Louis-Jacques Mandé-Daguerre. Ce décorateur de théâtre l'a mis au point grâce aux recherches de son associé Nicéphore Niepce. Ce procédé consiste à fixer l'image positive sur une plaque de cuivre. Cette invention traverse rapidement l'océan et devient populaire ici de 1840 à 1860 environ. Les daguerréotypes sont rares et par le fait même très recherchés. Le Québec n'a rien envié à l'Europe et plusieurs photographes de talent vont y pratiquer leur art. Dès 1839, Gaspard Gustave Joly de Lotbinière part en Égypte, en Grèce, en Syrie, en Palestine et en Turquie,
Ce sont les premières photos québécoises, mais malheureusement, elles sont aujourd'hui introuvables. On connaît beaucoup plus les photos de la famille Livernois qui œuvre pendant 3 générations dans son studio à Québec, fondé par Jules Isaïe en 1854. Il meurt à 34 ans. Sa femme Élise prend la relève et initie son jeune fils, Jules Ernest, qui à son tour cède la place à son fils Jules. Plus de 300 000 photographies provenant de leur studio ont été cédées aux Archives nationales du Québec. En campagne aussi, il y a de nombreux excellents photographes. Dans Port-Neuf, plusieurs d'entre eux œuvrent à Saint-Raymond, dont Georges-Édouard Derry et son fils Paul André, Zénon Pagé, Jean-Baptiste Martel et Paul-Émile Duplain. L'appareil photographique de ce dernier, un Century datant de 1902 et fonctionnant avec des négatifs de vitre, est conservé au Centre d'archives régional de Port-Neuf. Pour mettre de l'argent, c'est un portefeuille. J'allais dire un clip à monnaie, mais c'est gros un peu. Il y avait une poignée, on pourrait penser que c'est des crécelles de l'époque. Faire de la musique en écoutant des matchs de hockey à l'époque. Un clapet? Je sais pas. Un instrument de musique? Non, je sais pas à tout à quoi ça pourrait servir. Je sais pas, peut-être pour comme garder une page dans un livre, genre, ou... Donc vraiment, je pense que cette fois-là, je donne ma langue au chat. Je vois bien pas l'ancien de la cuillère. Il s'agit du claquoir. Cet outil pédagogique sert aux maîtresses pour donner des directives en classe. Donc, tous nos ancêtres ont vu leur maîtresse avoir ce petit outil pour soit dire « OK, on sort nos cahiers, on se lève en classe, on s'assoit, on écoute ». Donc, le claquoir sert vraiment à la maîtresse pour économiser des mots et donner des directives strictes. Le claquoir a été emprunté à l'Église. L'Église utilise ce genre d'outil qu'on pouvait aussi appeler la claquette du lépreux pour donner un rythme à l'Église, donner des directives. L'Église a beaucoup influencé l'école, oui, avec ses outils pédagogiques, mais même sur la façon d'enseigner et la disposition des classes. Tout ça n'est pas surprenant quand on sait que c'est l'Église qui contrôle l'éducation. Bon nombre de nos ancêtres ont été éduqués par des religieux et des religieuses et ils se servaient de cet outil pour enseigner.